Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle émission du Feed des Postes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, que j'ai déjà développé dans quelques vidéos à quelques occasions. Ce thème, c'est celui de l'amnésie identitaire française, qu'on pourrait aussi appeler d'ailleurs schizophrénie identitaire française. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu développer ce thème de façon un peu plus profonde qu'auparavant, avec vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, le camp catholique et nationaliste français, en tout cas une partie du camp nationaliste, considère généralement que 1789 a été le point de rupture qui a fait basculer la France dans un régime et une société profondément opposés à la nature et à l'identité même du pays, de la nation française, qui est évidemment, pour nous, en tout cas pour nous autres catholiques et une partie des nationaux français, vont évidemment considérer que la France est avant tout chrétienne. Elle est née littéralement dans les fonds baptismaux de Reims. Donc d'une société catholique et juste naturaliste, effectivement, on est passé à une société laïciste, libérale, agnostique et naturaliste, influencée par toutes les idées maçonniques, à partir de 1789. Mais en réalité, il y a un premier point qu'il faut éclaircir, c'est que cette bascule n'est pas aussi claire qu'on le pense généralement, chronologiquement parlant. Encore une fois, les révolutions ne sortent pas de nulle part. On peut légitimement identifier d'autres causalités importantes avant 1789, parfois même bien avant. Alors premièrement, moi, l'une des causalités les plus importantes que je vois, c'est surtout la révolution protestante, qui a eu beaucoup d'influence sur les idées rationalistes, le libéralisme politique et le laïcisme. Il y a aussi eu le développement du gallicanisme, alors ça c'est pour la France, mais dans le Saint-Empire il y a eu le joséphisme, en Angleterre ils ont eu l'anglicanisme, mais finalement tout ça ce sont aussi des succédanés quelque part, en tout cas ça ressemble fortement au protestantisme finalement. Et sur le plan philosophique, il y a eu l'influence des Lumières, bien sûr. Et quand je parle de Lumières, j'y inclus évidemment tout ce qui est l'Aufklärung. Il y a aussi, bien sûr, ce que Alain Pascal appelle en fait la philosophie moderne. Donc c'est beaucoup plus vaste que juste les Lumières. Et si on reste sur un plan plus temporel, plus concret, il y a eu aussi des causes politiques, des manquements politiques, notamment le manque de vigilance, à mon avis, des 3 derniers rois de France face à ces menaces. Moi, je pense que notamment Louis XIV et Louis XV, certes, ils ont agi contre le protestantisme et contre la maçonnerie, mais à la fois, à mon avis, trop faiblement, trop légèrement, et surtout avec, à mon avis, une mauvaise approche. J'ai l'impression, c'est un peu moi c'est mon avis, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre avait une approche beaucoup trop temporelle de ces problèmes, et qu'ils cherchaient davantage, en fait, à protéger leur règne, leur pouvoir absolu, plutôt qu'à défendre réellement la civilisation chrétienne, le règne du Christ roi. C'est un peu l'impression qui s'en dégage, à mon avis, c'est mon impression. Et puis, il y a, du côté de Louis XVI, il y a aussi eu des manquements, des fautes assez graves, même si Louis XVI, à mon avis, n'avait pas les défauts, sur le plan moral, il n'avait pas les défauts de ses prédécesseurs, mais sur le point de vue politique, il avait quand même des problèmes. Je pense que l'une de ses fautes principales, c'est de n'avoir pas été capable d'anticiper en fait la nécessité de réformer la société. Encore une fois, vous savez, les révolutions, ça ne sort pas de nulle part. 1789 n'est pas sorti de nulle part. Alors certes, bien sûr, on sait qu'il y a eu un complot. Il y a eu un complot maçonnique qui est tout à fait établi, je veux dire, c'est pas un secret. Il y a eu une coordination de plusieurs loges, effectivement, pour aboutir à cette révolution, et pour se débarrasser, non pas forcément de la monarchie, mais en tout cas se débarrasser de la monarchie chrétienne, et passer à une forme de monarchie libérale, constitutionnelle, voilà, une espèce de bidule, mais en tout cas, un bidule qui ne soit pas chrétien, pas catholique, en tout cas, dans l'esprit qu'a été, en fait, la monarchie française depuis Clovis, ou en tout cas depuis Saint-Louis. Donc, on sait qu'il y a eu un complot, mais il faut bien comprendre aussi que ce complot, que vous avez beau faire un complot, même si vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, voilà, si vous n'avez pas les conditions politiques, sociales à l'instant T, eh bien ce complot, il peut capoter du jour au lendemain. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a eu un complot, mais le complot ne fait pas tout. Le complot maçonnique, ce n'est pas la seule cause de 1789. Il y avait eu aussi, alors des causes diverses et variées, instrumentales, comme je l'ai dit, et j'ai cité par exemple l'influence des Lumières, c'est sur le plan philosophique. Les Lumières et toutes leurs idées ont préparé, en fait, ont pourri les esprits, notamment pendant toute la deuxième partie du XVIIIe siècle, notamment l'esprit d'une partie de la bourgeoisie, et d'une partie de la noblesse aussi. La maçonnerie aussi, bien sûr, a eu son influence, au niveau philosophique, mais aussi au niveau politique. Et donc, vous avez eu alors d'un côté cette influence philosophique, mais aussi d'un autre côté, il y a eu dans la société elle-même, notamment dans la petite bourgeoisie, dans la petite paysannerie,
bien, il y avait aussi un mécontentement légitime au niveau social. Il faut bien comprendre, et là, moi je ne me place pas du tout, évidemment, vous l'avez compris, je ne suis pas du tout en faveur de la Révolution, bien au contraire. Mais vous voyez, moi je viens d'une famille issue de la noblesse, bon, du Saint-Empire, mais on était quand même sous juridiction française en Alsace. Bon, je constate, moi, en tant que personne issue justement de cette... voilà, d'une lignée de la noblesse, même si c'était plutôt la moyenne noblesse, mais voilà, je constate que la noblesse, une grande partie de la noblesse à l'époque était parasitaire, en fait. Elle était parasitaire, elle était néfaste. Et je pense qu'il y avait dans la population de légitimes aspirations à l'élévation sociale. Il y avait plein d'aspirations légitimes, en fait, qui malheureusement ont été récupérées par la Révolution. Donc moi, ce que je reproche à Louis XVI, ou à ses conseillers, aux gens qui étaient autour de lui, c'est de ne pas avoir été assez proactif, de ne pas avoir anticipé, en fait, toutes ces causes sociales qui ont été récupérées par la Révolution et qui surtout ont été récupérées par tout un tas de démagogues. Alors tout d'abord récupérées évidemment par les démagogues, donc on va dire de la Révolution au début, hein, c'était plutôt des bourgeois et puis une certaine partie de la noblesse. Tous ces gens-là ont été rapidement liquidés, et c'était bien fait pour eux d'ailleurs, ils se sont fait guillotiner par les thermidoriens. Puis les thermidoriens ensuite ont mis en place, on va dire, la Révolution un petit peu plus en mode socialiste, communiste, quoi, vraiment avec des épurations en masse, du totalitarisme, et puis la Vendée, et tout ça, les génocides et compagnie. Mais voilà, tout ça pour dire que la révolution, elle vient pas de nulle part, elle vient de fautes politiques, de manquements politiques, et aussi d'injustice sociale, etc., etc. Et tout ceci, voilà, forcément, vous avez des forces hostiles, des forces occultes qui sont dans la société, que vous laissez en plus, que vous avez laissé croître, et bien voilà, à un moment donné, ces forces politiques vont prendre avantage et vont fomenter une révolution contre vous, et c'est ce qui s'est passé contre Louis XVI. Pourtant, ce n'est pas faute, évidemment, de la part de la papauté, d'avoir été la première à avertir justement les rois chrétiens d'Europe, de leur dire attention, on entend parler maintenant de cette franc-maçonnerie, ils ont des idées extrêmement dangereuses, méfiez-vous, vous devez absolument les combattre. Et ça n'a pas été entendu, en tout cas pas suffisamment. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement ensuite ? Voilà, coup de force, coup d'État, révolution un peu partout en Europe. Et d'ailleurs, sur le plan spirituel, c'est pareil. Hein, Sainte Marguerite Marie avait demandé, justement, avait dit que Louis XIV devait consacrer la France au Sacré-Cœur. Il ne l'a pas fait. Quasiment un siècle jour pour jour après, voilà, Révolution française. Donc vous avez eu des manquements spirituels et temporels qui ont facilité l'avènement de la Révolution française. Ça, il faut bien s'en rappeler. Alors ça, c'est avant 1789. Maintenant, après 1789, il y a un autre point de rupture politique et identitaire en France, très important à mon avis, qui s'est joué dans les années 1820. Période pendant laquelle la France a connu son dernier régime authentiquement français et catholique. À mon avis, la monarchie de Charles X, c'est vraiment le dernier régime vraiment catholique, vraiment français qu'on a eu. Il faut bien voir que durant cette période, le gouvernement des ultras, donc c'était les fameux ministres ultras de Charles X, qui étaient tous des catholiques extrêmement fervents, ils avaient pour but évidemment de mettre en place de nombreuses réformes législatives pour recatholiciser le droit français, tant sur le plan constitutionnel que social et économique. Évidemment, ils devaient purger en fait le droit français de 2 décennies, voire 3 décennies en fait de droit révolutionnaire. Hein. Ils devaient purger le droit français non seulement du legs législatif issu de la Révolution, du Directoire, de la période bonapartiste, et aussi d'ailleurs de la monarchie de Louis XVIII, qui était avec la charte et compagnie, qui était un régime, une constitution inacceptable d'un point de vue catholique. Donc ils avaient beaucoup de travail à ce niveau-là. Le problème, c'est que, évidemment, la France avait déjà beaucoup changé à ce moment-là. Hein. Les années 1820, 1830, quand vous regardez un peu la vie du curé d'Ars, vous voyez qu'il y avait déjà une déchristianisation assez importante en France. Donc déjà là, vous voyez que le grand remplacement anthropologique et identitaire se met déjà en place dans ces années-là. Hein. Pourtant, il n'y a pas d'histoire d'immigrés à l'époque. Hein. On est déjà dans le grand remplacement. Et donc, lorsque ces ultras, les ministres de Charles X, ont voulu mettre en place des lois pour faire du catholicisme la religion officielle de l'État, lorsqu'ils ont voulu faire justement voter des lois contre le blasphème, contre les profanations, il y avait aussi des lois évidemment contre
contre la liberté de la presse, en fait de la liberté totale de la presse. Pour eux, il n'était pas question évidemment de laisser paraître des journaux libéraux, socialistes, blasphématoires, c'était évident. Donc quand ils ont voulu mettre en place cette politique, en fait qui est une politique intégraliste, c'était vraiment le dernier gouvernement intégraliste français, eh bien ils ont trouvé face à eux une coalition de qui ? Eh bien des libéraux et des montagnards. En fait, des deux partis héritiers de la Révolution, c'est-à-dire la droite libérale et la gauche socialiste, qui sont et qui restent aujourd'hui opposés en apparence, dans les chambres républicaines, dans le spectacle politique. On a l'impression que UMP contre PS, LR contre LREM, on a l'impression qu'ils sont tout à fait différents, qu'ils s'opposent surtout. Mais fondamentalement, en réalité, ils sont unis tout d'abord, alors sans doute dans les loges maçonniques, si je veux être un peu caricatural, mais ils sont surtout unis finalement dans les fondamentaux doctrinaux de la Révolution. Et donc ils sont unis, cette droite libérale, cette gauche socialiste est unie contre le règne du Christ roi en France. Ça, il faut bien le comprendre. Donc on s'imagine, effectivement, à cause de ça, on s'imagine parfois que la Révolution française serait un héritage de gauche. Alors, c'est vrai si on s'en tient à la définition catholique de ce que constitue la gauche et la droite. Parce qu'il y a une définition, j'ai envie de dire catholique, de la gauche et de la droite. Je rappelle que certains pères de l'Église avaient déjà, en leur temps, coutume d'utiliser la symbolique de la gauche pour définir les mauvaises doctrines. Donc moi, pour ma part, enfin c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qui découle en fait de la théologie catholique, en fait, si on veut vraiment se dire ou être dit de droite aujourd'hui, eh bien, il faut deux choses. Il faut être nécessairement intégraliste catholique, enfin il faut nécessairement défendre l'intégralisme catholique, le catholicisme politique, ou au grand minimum, il faut être farouchement juste naturaliste. Alors je parle souvent de juste naturalisme sur cette chaîne, je ne sais pas si tout le monde comprend en fait de quoi il retourne. En fait, le juste naturalisme, c'est la défense des principes de la loi naturelle. Voilà, notamment sa défense, non seulement dans la société, mais en fait dans les lois en fait. Et donc, si on s'en tient, par contre, aux définitions de la droite et de la gauche, telles qu'elles sont couramment admises aujourd'hui dans le paysage politique et médiatique français, eh bien, on constatera qu'en réalité, en fait, les deux partis de la Révolution, c'était pas seulement la gauche, c'était à la fois la droite libérale du girondisme et la gauche radicale de la montagne. D'ailleurs, Jean de Villegrey avait déjà exposé tout ce dont nous parlons dans son fameux livre « Les deux patries ». Et s'il m'était permis en fait de prétendre un petit peu prendre sa suite sur ce sujet, pas plus que ça, mais juste sur ce sujet, il faudrait peut-être parler ici des trois partis. En fait, la France aujourd'hui, elle est constituée, à mon avis, de trois grands partis. Vous avez la gauche radicale, on va dire, donc la montagne en quelque sorte. Vous avez la droite libérale, le girondisme, qui inclut d'ailleurs aussi une bonne partie des souverainistes qui adhèrent en fait au logiciel laïcard. Et puis vous avez le parti catholique juste naturaliste qui est au milieu et qui ne se retrouve un petit peu nulle part, qui est un peu prise à partie, quoi. En effet, la grave déchirure en fait, spirituelle, anthropologique, sociale et identitaire de 1789, évidemment, a profondément divisé la France. Elle a provoqué une rupture brutale entre la nation chrétienne originelle et la nation révolutionnaire synthétique. Or, la France chrétienne, qui continue de subsister aujourd'hui par la présence de quelques centaines de milliers de catholiques, que dis-je, centaines de milliers, on va dire quelques centaines, de milliers de catholiques à peu près dignes de ce nom. Allez, on va dire 1 million de catholiques en France aujourd'hui, pour être généreux. Eh bien, cette France chrétienne ne fait pas aujourd'hui face à une simple opposition, face à un bloc, si vous voulez, révolutionnaire gauchiste, unifié et facilement identifiable. Non, en fait, France chrétienne, nous faisons face à un bloc complexe, composé d'une gauche qui a renié même les fondamentaux du marxisme un petit peu plus traditionnel, pour se mettre au diapason du marxisme culturel, du wokisme et de tous ces délires. Donc on fait face évidemment à cette gauche-là, c'est évident, mais aussi à une droite populiste, ou soi-disant populaire, qui vante tous les principes de la gauche classique d'hier, à commencer par le laïcisme. Quand vous écoutez le discours aujourd'hui d'Éric Zemmour, d'Éric Ciotti, ou de Nadine Morano ou de Marine Le Pen, en fait, c'est le discours finalement de Mendès France sous la 4ème République. En gros, c'est à peu près ça. Rien de plus. Donc en fait, la droite d'aujourd'hui, c'est la gauche d'hier. Donc déjà, ça fait d'eux un petit peu des ringards. Mais voilà où on en est. Et quand je parle ici je rappelle encore une fois que quand je parle de cette France des trois partis, quand j'évoque la France chrétienne, j'inclus aussi finalement, par facilité ici, mais
j'inclus en fait dans cette vraie droite qu'incarne la France chrétienne, je dois aussi inclure en fait toutes les personnes qu'on doit qualifier de justes naturalistes. C'est-à-dire toutes les personnes qui défendent les principes de la loi naturelle, ou qui reconnaissent la loi naturelle, d'ailleurs consciemment ou pas. Parfois ce sont des gens de bon sens, comme l'autre fois je voyais une vidéo d'un bonhomme là, d'un vieux monsieur en Guadeloupe, qui disait que voilà, en gros, qu'il refusait de qualifier Gabriel Attal, je crois qu'il s'appelle, enfin le porte-parole du gouvernement, il pouvait même pas l'appeler monsieur, il disait, parce que ce type était un homosexuel qui vivait avec un autre homme. Donc selon lui, il méritait pas le titre de monsieur, voilà, mais plutôt de Makoumé. Bon, c'est un terme que les Antillais reconnaîtront. Voilà, tout ça pour dire que vous avez des gens, en fait, finalement, qui ne sont pas chrétiens, en fait, qui ne sont pas forcément catholiques. Là, je ne parle pas de ce monsieur. Ce monsieur peut-être était chrétien, sans doute même. Mais vous avez plein de gens en France qui sont plus forcément, ou qui ne sont pas catholiques, mais qui reconnaissent, qui admettent encore l'existence d'une loi naturelle et qui y tiennent, voilà, qui n'acceptent pas le mariage homosexuel, qui n'acceptent pas une certaine indécence en général, pas forcément vestimentaire, mais aussi dans les comportements, qui ne supportent pas le wokisme, qui ne supportent pas la corruption d'une façon générale, qui ne supportent pas l'injustice sociale. Voilà. Pour moi, tous ces gens-là font partie de cette vraie droite, en fait. Ce sont des justes naturalistes. Mais parfois, ce sont des gens qui n'y pensent même pas, ce sont juste des gens de bon sens, en fait. Eh bien, donc, cette France catholique et juste naturaliste fait face à ces deux blocs qui constituent, enfin, ces deux branches, en fait, de l'héritage révolutionnaire, donc la droite libérale et la gauche socialiste. Et donc, quand on fait le bilan de tout ça, on constate en fait que la France déchristianisée actuelle, c'est un royaume divisé contre lui-même. Et donc, ce royaume est composé d'une tendance de droite, d'une tendance de gauche, et ces deux tendances s'opposent entre elles sur le plan politicien, mais il leur arrive évidemment de se liguer en arc républicain dès lors qu'il s'agit de nuire aux intérêts de la religion et de la loi naturelle. Et je ne parle pas ici forcément de l'arc républicain, vous savez, qui a été inventé par une certaine communauté que vous connaissez bien, et qui a été souvent invoqué par les partis régimistes, notamment depuis les années 80, surtout pour faire pièce systématiquement au Front National de Jean-Marie Le Pen. Là, je parle plutôt d'un arc républicain dans le sens d'un consensus doctrinal révolutionnaire que l'on retrouve depuis Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, jusque dans les discours de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Donc une espèce de bloc comme ça, doctrinal révolutionnaire, de laïcisme, de droits de l'homme, de je sais pas quoi, qui en fait constitue pour moi vraiment le vrai arc républicain. Or, si ce royaume divisé a pu connaître par le passé quelques fulgurances, ou en tout cas quelques figures un petit peu respectables, ou en tout cas un peu impressionnantes, respectable c'est peut-être un grand mot, qui participent encore aujourd'hui de sa mythologie, de cette espèce de mythologie révolutionnaire ou républicaine, ce royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister dans la durée. C'est impossible. Il ne peut pas subsister ni dans la durée, ni dans la paix, ni dans la justice. Précisément parce que ce royaume a été bâti sur les sables mouvants des idéologies libérales, maçonniques, révolutionnaires, et non pas sur le roc solide et insubmersible de la loi divine et naturelle. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais vous rappeler ici ce passage très important de l'Évangile, la parole éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 7, versets 24 à 27, donc je cite: « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à l'homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas été renversée, car elle avait été fondée sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à l'homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. » Fin de citation. Évidemment, tout ceci se vérifie aujourd'hui plus que jamais. Par rapport, je parle ici de ce fameux consensus doctrinal révolutionnaire. Concrètement, rien ne différencie philosophiquement, je dis bien philosophiquement, rien ne différencie Emmanuel Macron de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy, de Jean-Luc Mélenchon ou même d'Éric Zemmour. Alors certes, chacun exprime une idéologie ou en tout cas des éléments de langage propres à sa mouvance, mais tous ne s'opposent en réalité que sur des détails subsidiaires et non pas sur des détails fondamentaux. Leur opposition se fonde en particulier sur la direction politique de la France à un niveau superficiel, et non pas sur la direction fondamentale de la France. Leur opposition se fonde sur une dispute, en fait, de l'héritage idéologique révolutionnaire et sur rien d'autre. Et donc, on peut dire quelque part que
La Ve République, ce n'est que la guerre de succession permanente entre les rejetons de la révolution antichrétienne. Par ailleurs, il est extrêmement triste de constater que la question identitaire actuelle ne soit que trop souvent motivée par des phénomènes purement matériels et humains, à savoir l'immigration massive et ses conséquences culturelles, économiques et démographiques. La dimension spirituelle de cette question identitaire est non pas totalement évacuée, mais en tout cas elle est très restreinte, et constamment restreinte au simple champ de vision de l'idéologie fondamentale justement de ce royaume divisé, c'est-à-dire un champ de vision qui se borne en fait à l'idéologie révolutionnaire, libérale et laïciste. Ainsi, face par exemple à la menace du fondamentalisme islamique, eh bien tous, surtout les identitaires finalement, n'opposent que l'idéologie révolutionnaire, libérale et laïciste, chacun à sa manière bien sûr. Donc voilà à quoi se borne l'identité fondamentale de ce royaume divisé. D'ailleurs, le blocage identitaire actuel n'est pas tellement lié aux effets démographiques et ethnoculturels de l'immigration, mais plutôt à l'amnésie identitaire française elle-même, qui est le résultat d'un siècle et demi, voire 2 siècles, de révolution anthropologique. Après un siècle et demi de submersion idéologique, et à peine un demi-siècle de submersion migratoire, il est évident que la raison fondamentale de la faiblesse profonde de l'actuelle anthropologie française soit d'ordre principalement spirituel, et seulement ensuite d'ordre temporel, et donc éventuellement ethnique ou culturel. Quelques individus, notamment à droite, ne vont agréger en fait le christianisme à la question identitaire seulement qu'au titre d'un héritage purement culturel et patrimonial, comme le faisaient d'ailleurs déjà les libéraux des années 1820. C'est-à-dire qu'ils veulent bien admettre que oui, effectivement, il y a longtemps, la France était chrétienne. Bon, on veut bien admettre la croix dans le paysage, mais à condition qu'on mette la croix au même niveau que voilà, Napoléon, que De Gaulle, que je sais pas qui d'autre, que quelle autre figure révolutionnaire. Voilà, en fait, finalement, la croix, pour eux, ce n'est juste qu'un élément comme ça dans le canvas identitaire de ce royaume divisé contre lui-même. Par contre, le problème, c'est qu'ils n'admettront jamais, ils refusent absolument d'admettre le catholicisme comme référent spirituel et politique, surtout politique, totale, actuelle et réelle. Et cette approche est d'autant plus déplorable que les partisans de ce christianisme patrimonial ont bien souvent une idée absolument fausse, voire parfois même hérétique, du christianisme réel, dont ils méprisent bien souvent, trop souvent, les dogmes et les mœurs, dont ils n'ont que faire. Donc en bref, les débats identitaires agités depuis de nombreuses années dans le paysage politique de la Ve République nous semblent vains, ou du moins trop souvent parasités de médiocrité, d'ignorance, d'inconséquence et de doctrines néfastes. Médiocres car cantonnés exclusivement à un périmètre idéologique qui exclut paradoxalement le réel, puisque ce sont des gens qui se revendiquent du réalisme, donc qui exclut paradoxalement le réel, à commencer par la réalité de la dite identité française. Nous reviendrons là-dessus justement. Ces débats sont également vains, car l'offre politique actuelle, du moins celle qui bénéficie de moyens financiers, d'un appareil et d'une exposition médiatique, fonde toute son approche en se fondant justement sur des idéologies radicalement contraires à l'identité profonde de la France. Encore faut-il évidemment s'accorder sur ce qu'est l'identité de la France. Nous y reviendrons encore une fois. Ces débats, enfin, nous semblent inconséquents parce qu'après un siècle de révolution anthropologique, arrivé à son stade terminal, eh bien les Français eux-mêmes souffrent, je le répète, d'une profonde amnésie identitaire, voire peut-être même d'une schizophrénie identitaire. Une grande majorité d'entre eux rejettent effectivement aujourd'hui la lumière pure du catholicisme et lui préfèrent l'obscurantisme révolutionnaire qu'ils pensent à tort agnostique, alors qu'il est non seulement idéologique mais aussi surtout spirituel. Si les Français préfèrent vraiment les fondamentaux spirituels et idéologiques de la franc-maçonnerie à la foi catholique, ne doivent-ils pas admettre qu'ils font volontairement le choix du mal contre le choix du bien ? Et il faut bien répéter la chose, les gens ne réalisent pas à quel point l'obscurantisme ou l'idéologie révolutionnaire, en fait l'idéologie maçonnique tout simplement, les gens pensent que c'est agnostique, les gens pensent que c'est du laïcisme, que la République, en tout cas que la République maçonnique actuelle, ne reconnaît aucune religion, c'est l'égalité entre toutes les opinions, etc. etc. Mais écoutez juste ce passage de ce grand... de ce fameux franc-maçon, Alain Bauer, quand il vous parle justement de cette question-là. Écoutez un peu.
Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, mais je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République. Et donc la France meurt précisément de son idéologie apostate et de tous ces dérèglements, de toutes ces trahisons, de tous les scandales gouvernementaux de la Ve République, qui n'en sont que les effets mécaniques. Comment voulez-vous que les gouvernements œuvrent pour le bien commun et appliquent la justice si aucun principe moral objectivement supérieur ne les y oblige? Comment voulez-vous garantir la souveraineté de l'État et la sûreté du pays en acceptant un régime qui favorise mécaniquement l'élection du parti de la trahison et de l'injustice permanente? Comment voulez-vous vous prémunir de l'islamisme, du socialisme, du néolibéralisme, du wokisme, du collectivisme oligarchique et de la décadence morale, tout en soutenant les valeurs, entre guillemets, du laïcisme et du démocratisme pseudo-représentatif qui permettent justement, et encore une fois mécaniquement, la libre propagation de tous ces maux? Eh bien, nous le répétons, seule une constitution directement fondée dans la loi divine et naturelle peut mécaniquement empêcher la propagation de ces maux, pourvu que cette constitution soit bien appliquée, évidemment, aussi bien chez les individus que dans la société qu'à la tête de l'État. Le pape Pie XI avait rappelé cette chose élémentaire dans son encyclique Quas Primas, je cite, « Si les princes et les gouvernements, légitimement choisis, étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur nom propre qu'au nom et à la place du divin roi, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et toute la sagesse possible. » Fin de citation. Donc, pour achever notre propos, il faut encore se poser la question suivante. Qu'est-ce que donc que l'identité française ? Telle est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, puisque les questions de l'identité, de l'immigration et du grand remplacement sont au cœur de la campagne présidentielle. Du moins, ce sont les thèmes sur lesquels, notamment Éric Zemmour, se concentre, convaincu qu'il s'agit là des questions les plus urgentes et fondamentales en ce qui concerne l'avenir immédiat de la France. Et dans une certaine mesure, il n'a pas tort, évidemment. Il y a déjà près d'un an, nous avions réalisé un documentaire qui s'appelait « France 2031, la dernière chance ». Dans cette vidéo, nous expliquions en effet pourquoi, à notre avis, les restes de la vieille France, d'héritage révolutionnaire, ou en tout cas de la vieille France, on va dire, eh bien, nous expliquions pourquoi ces restes-là étaient en passe de littéralement disparaître. Je dis bien de la vieille France d'héritage révolutionnaire, parce que la France catholique, ou en tout cas les catholiques, nous, on sera toujours là. Ça, c'est une garantie divine, nous serons toujours là, que ce soit en France ou ailleurs, nous serons toujours présents. Par contre, tous ceux qui adoptent ou qui ont adopté d'ailleurs toutes les idées révolutionnaires et qui sont aujourd'hui dans des familles de divorcés, où vous avez tel fils qui est un homosexuel, l'autre qui est une lesbienne qui est mariée avec je sais pas qui autre, ou qui est à son deuxième mariage avec un immigré violent. Bon, voilà, voici les résultats de votre abandon des bonnes mœurs chrétiennes. Il ne faut pas s'étonner après du résultat. Donc vous allez disparaître, mais nous, on met en place le grand remplacement catholique. Bon, petite digression de ma part, je continue. Donc, comme je disais, voilà, contrairement à Éric Zemmour, dont les références intellectuelles et doctrinales ne sont évidemment pas catholiques, malheureusement, eh bien, dans cette vidéo, dans notre documentaire France 2031, nous soutenions que si la France, en tant que nation et en tant que race, était sur le point de disparaître, ou en tout cas, elle court le danger de disparaître, ce n'était pas fondamentalement à cause de la seule submersion migratoire ou du grand remplacement ethnoculturel. Ça, c'est un effet terminal. Alors que Éric Zemmour, justement, appuie beaucoup sur le fait que c'est un espèce d'effet primordial. Mais c'est une erreur et c'est un mensonge. C'est un effet terminal. Il ne faut jamais confondre la cause et les conséquences. C'est une hérésie, en fait, philosophique, métaphysique, en fait. Avant tout, ce que nous disions dans notre reportage, c'est que la première cause du grand remplacement, ou en tout cas des problèmes actuels, c'est justement le grand remplacement originel. C'est-à-dire ce grand remplacement dont j'ai parlé au début, qui a évacué la France chrétienne au profit de la France apostate, de la France libérale, laïciste, socialiste et amorale. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Pas autrement, et je dis bien pas autrement. Il n'y a aucune autre explication logique, et il n'y aura pas de solution politique si on n'est pas dans une approche empirique, mais plus exactement dans une approche en fait réaliste des causes et des conséquences. En toute vérité d'ailleurs. En bref, si aujourd'hui vous avez un grand remplacement ethnoculturel, c'est justement parce qu'il y a eu un grand remplacement spirituel, anthropologique, social et politique avant ça, et pendant 2 siècles.
Et cette mécanique du grand remplacement, ce sont bien les élites françaises, du moins celles issues de la Révolution, ce sont eux qui l'ont mis en place. Avec le concours malheureux, sans doute, d'une certaine partie de Français qui, par leur vote, eh bien, se sont laissés trop longtemps charmer justement par ce régime déicide. D'ailleurs, la situation actuelle de la France est effectivement extrêmement inquiétante, à bien des égards. Et tout ceci est d'autant plus triste et lamentable que cette situation aurait largement pu être évitée, ou du moins adoucie, si les Français avaient favorisé l'élection de Jean-Marie Le Pen en 2002 ou même en 2007. Il est important de comprendre une chose, il est important de comprendre que les années 2000 furent un moment de bascule tout à fait fondamental dans l'histoire présente du pays. En effet, en 2002, et même peut-être en 2007, il était encore possible de contrecarrer efficacement 5 phénomènes très importants pour comprendre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui à l'instant T. 5 phénomènes que voici. Premièrement, l'extension de la technostructure européiste. Deuxièmement, l'insondable affaissement intellectuel et moral du personnel politique. Troisièmement, l'extension du gauchisme culturel et de la propagande LGBT, entre autres. Quatrièmement, la démoralisation galopante de l'anthropologie française. Et enfin, le péril migratoire qui a pris des proportions tout à fait spectaculaires, notamment à partir des années 2000. Il y a vraiment eu un changement particulier par rapport à l'immigration qu'il y avait avant. En fait, il convient de rappeler que, sur ce point justement de l'immigration massive, il faut bien comprendre que l'immigration massive, légitimée par les forces occultes, poussée par le patronat collectiviste et organisée par l'État voyou, c'était un phénomène qui était encore largement corrigeable à la fin des années 90, voire même au début des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, malgré la propagande soi-disant antiraciste de la gauche, eh bien, une grande partie des immigrés ou des citoyens issus de l'immigration étaient très largement en fait issus des anciennes colonies d'Afrique. D'Asie aussi, mais surtout d'Afrique. Et en fait, la plupart d'entre eux, surtout ceux qui étaient issus notamment des premières, deuxième, voire troisième générations, étaient encore assez imprégnés en fait de culture française. Bon gré mal gré, mais c'était en fait qu'ils étaient vraiment encore imprégnés de culture française, d'une certaine éducation, on va dire. Mais le problème, c'est qu'au cours des années 2000, on a vu apparaître des phénomènes nouveaux. Notamment, les nouvelles vagues d'immigrés dans les années 2000 étaient de moins en moins imprégnées justement de cette vieille culture française républicaine, dans ce qu'elle avait de meilleur. En fait, le problème vraiment, c'était que le trop-plein avait été atteint. Fin des années 90, début des années 2000, il y avait vraiment, on avait atteint le trop-plein. Imaginez qu'on est 20 ans plus tard maintenant. Donc le modèle d'intégration ou d'assimilation, peu importe comment on veut l'appeler, devenait en fait impossible à mettre en place. Justement au vu du nombre et au vu de la politique irresponsable des gouvernements Mitterrand et Chirac depuis les années 80. Bon, même si c'est Giscard qui a commencé, mais voilà. Et de fait, le regroupement familial et le droit du sol faisaient que de plus en plus de Français de papier, en fait, ça faisait tout simplement qu'il y avait de plus en plus de Français de papier. C'est-à-dire qu'on faisait de moins en moins de Français, de citoyens français, on va dire, plus ou moins assimilés, mais quand même, objectivement, encore pétris, on va dire, ou en tout cas très influencés par une vraie culture française un peu à l'ancienne. Et fin des années 90, début des années 2000, de plus en plus, on a vu apparaître tout simplement des Français de papier, des gens qui, en fait, n'avaient rien à faire là et qui se foutaient, en fait, si vous voulez, qui n'avaient plus vraiment d'attache vraiment avec ce qu'on pouvait encore qualifier de culture française un petit peu à l'ancienne, justement. De plus, le gauchisme universitaire et médiatique avait passé toutes les années 90 à romantiser et à excuser justement la culture racaille de banlieue. Et d'une certaine façon, en fait, les émeutes de 2005, si vous vous rappelez, ont été un petit peu le point de départ de l'accaparement définitif d'une partie de l'économie de banlieue par les bandes de criminels issus de l'immigration. On a vraiment... les émeutes de 2005, ce n'étaient pas les premières émeutes de banlieue. Il y en a eu déjà dans les années 70 et 80, notamment aux Minguettes ou à la Courneuve, dans des coins comme ça. Mais c'était pour des causes quand même très différentes, surtout pour des causes sociales. Là, en 2005, on a vraiment affaire à des phénomènes de bandes, de délinquants, de racailles, avec des histoires avec la police et machin, des trucs comme ça, des courses-poursuites. On est vraiment dans les débuts vraiment de l'ensauvagement en fait, de la société tel qu'on le voit aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant, dans les années 80-90, où c'était encore soutenable, on va dire. C'était encore correctif. On peut encore corriger la chose. C'est encore corrigeable. Et surtout, toujours du point de vue de cette question de l'immigration massive, il y a eu un phénomène majeur qui s'est produit en 2011. Et ça, on a tendance aussi à l'oublier. En 2011, il y a quand même eu la destruction illégale et criminelle de la Libye par le gouvernement Sarkozy, entre autres,
sur ordre justement des faucons de l'OTAN, les faucons atlantistes. Et la destruction de la Libye, mais aussi d'ailleurs la déstabilisation subséquente de la Syrie baassiste, a immédiatement provoqué une vague migratoire d'une ampleur et d'un genre tout à fait exceptionnel, tout à fait inouï, une chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. C'est-à-dire que jadis, la plupart des immigrés venaient des anciennes colonies d'Afrique. Et d'ailleurs, finalement, jusque dans la fin des années 90, la plupart de l'immigration en France était avant tout une immigration plutôt légale, en fait. Alors qu'on critique ou pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y en avait trop, peut-être que c'était trop permissif, mais en tout cas, c'était une immigration avant tout légale et surtout issue des anciennes colonies. Alors que, à partir de la fin des années 90, surtout au début des années 2000, et encore plus à partir justement du tournant des années 2000-2010, eh bien, on a vu apparaître justement de plus en plus une immigration illégale de clandestins. Et donc, ceux qu'on appelait jadis plutôt les immigrés ou les clandestins, d'ailleurs, on a commencé à les appeler les migrants. Hein. Donc, à partir de 2011, on commençait à parler des migrants. Et évidemment, ils ne venaient plus, en tout cas, ils ne venaient plus exclusivement des anciennes colonies d'Afrique, mais ils venaient de Syrie, d'Afghanistan, de Somalie, du Soudan, enfin, de que sais-je, de n'importe où. Et surtout de pays qui n'avaient aucun rapport historique direct avec la France. Et surtout, ils venaient surtout de sociétés ou de milieux particulièrement violents, particulièrement antinomiques avec la civilité française, je dirais même de milieux assez sauvages, à vrai dire. Hein. D'ailleurs, on a vu effectivement beaucoup, surtout dans les années 2012-2015, voilà, pas mal d'entre eux qui étaient très radicalisés, certains d'entre eux même qui ont participé à des projets d'attentats, etc., etc. On a même vu plus récemment l'incendiaire de la cathédrale de Nantes, qui était lui aussi je crois un clandestin à la base, hein, qui venait aussi de cette immigration massive. Bon, lui, il venait du Rwanda, je crois. Bon, lui, c'est un peu particulier, mais voilà. On a vu quand même une immigration tout à fait différente et beaucoup plus éloignée, en fait, de la civilité française, de la culture française à l'ancienne. Et en fait, une immigration clandestine, déjà, et beaucoup plus sauvage, en fait. Beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus criminogène, j'ai envie de dire. Pas exclusivement, bien sûr, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand même. On l'a vu clairement. À partir du début des années 2010, nous avons vraiment assisté en France. Alors, là, il y a deux choses importantes. Parce que d'une part, à partir du début des années 2010, nous avons assisté à l'entame réelle et concrète du grand remplacement tel qu'on le voit aujourd'hui. Évidemment, ça s'est accompagné, comme je le disais, d'une explosion de l'insécurité, des crimes, des autres délits, notamment commis par ces nouveaux envahisseurs. Et ça tient vraiment à plusieurs causes, hein, parce que la société elle-même est de plus en plus permissive. Littéralement, hein, je veux dire, à un moment donné, on peut les appeler des envahisseurs, mais moi j'ai du mal même avec ce terme, hein, quand on parle d'immigration-invasion. Parfois j'ai un peu du mal avec ce terme, parce qu'en fait, ce sont des gens qu'on laisse rentrer. Enfin, que l'État, en tout cas, l'État voyou, laisse rentrer. Donc si on les laisse rentrer, en plus de ça qu'on leur donne tous les accommodements possibles et imaginables, et on le voit, enfin, on le constate, hein, moi... Je le perçois vraiment, parce que je suis assez ancien pour me souvenir encore quand même du début des années 2000. Je me souviens clairement je vois clairement qu'il y a un changement quand même de la composition dans les villes, dans les banlieues surtout, et même dans la périurbaité, hein, dans les petites villes qui sont pas dans la banlieue à proprement parler, mais qui sont un petit peu en marge. Dans les débuts de la campagne autour de Strasbourg, des grandes villes, on voit vraiment un changement tout à fait spectaculaire. Et ça, vraiment, en l'espace de 10-15 ans, en fait. Et évidemment, voilà, encore une fois, ça s'accompagne évidemment d'autres problèmes, notamment de criminalité, etc., qui ne viennent qu'ajouter, hein, parce qu'encore une fois, moi, vous savez, je suis très prudent. Je n'aime pas mettre tout le monde dans le même panier. On n'a pas besoin des migrants, évidemment, pour avoir de la criminalité en France. Hein. Il y a plein de criminels qui sont des Français de souche, qui font des crimes, qu'on voit dans le Petit Détective, tous les jours des crimes horribles. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin davantage, justement, de problèmes de criminalité. C'est ça ce que je veux dire. Donc, on n'a pas besoin de plus d'immigration criminogène. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais considérez bien la chose suivante. C'est que tous les problèmes qu'on voit vraiment depuis les années 2010, hein, donc immigration massive, grand remplacement, insécurité, ensauvagement, et puis même il y a d'autres conséquences. Hein, je veux dire, je pense, moi, j'ai la conviction intime que l'explosion du marché de l'immobilier
notamment dans les grandes villes et dans certaines banlieues, est lié justement à l'arrivée massive de beaucoup de ces clandestins immigrés. Que ces gens, il faut qu'on les loge. Et alors tous ne sont pas de purs parasites, on va dire. Bon, même s'ils n'ont rien à faire là, mais il y en a beaucoup qui travaillent, qui veulent travailler, donc ils trouvent un petit boulot au black ou même un boulot normal déclaré. Mais donc du coup, ça fait de plus en plus de demandes pour les logements. Et donc les prix augmentent. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que c'est aussi lié à ça. Mais voilà, considérez que tout ceci aurait pu être évité si les Français avaient voté Jean-Marie Le Pen en 2002, ou même en 2007. C'était encore possible de changer la donne. Alors le problème, c'est qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen a dû faire face au deuxième tour à l'une des plus fantastiques opérations de propagande médiatico-politique de la part de la caste républicaine, donc des médias, des politiciens, même, je me souviens, au collège, même, il y avait des profs. On avait notamment une prof qui nous disait si vous avez envie de sécher l'école demain, vous pouvez le faire pour aller manifester contre le Front National, il faut absolument empêcher ça. Je suis sûr que ces gens qui à l'époque ont voté Chirac ou en 2007 ont voté Sarkozy, je suis quasiment convaincu que ces mêmes personnes, notamment beaucoup de ces profs de gauche, aujourd'hui commencent à se rallier à Zemmour. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment peu de respect pour une partie du public de Zemmour, parce que je sais pertinemment qu'une bonne partie d'entre eux, ce sont les traîtres et les lâches qui ont voté Chirac ou Sarkozy en 2007 et en 2002 et en 2007. Donc voilà, en 2002, Jean-Marie Le Pen, malheureusement, je pense qu'il avait trop de... On ne peut pas lui reprocher un échec, à mon avis, à ce niveau-là, parce que voilà, vous avez une telle coterie maçonnico-médiatico-politique contre lui que... voilà. Puis surtout, à l'époque, encore une fois, la société était quand même beaucoup plus apaisée à l'époque, comparé à maintenant. Donc les gens, et puis il n'y avait pas Internet, enfin c'était quand même différent. Donc les gens ont voté comme des moutons, ils ont voté Chirac, quoi, au deuxième tour. Par contre, en 2007, je pense que, à mon avis, Jean-Marie Le Pen a fait la meilleure campagne de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui reconnaît pas assez. Et c'est assez paradoxal parce que je me souviens qu'il y avait certaines personnes justement qui, après 2007, avaient eu l'audace, je dis bien l'audace, de lui reprocher d'avoir tenu un discours trop social, trop résolument antimondialiste. Il y avait vraiment des discours incroyables de Jean-Marie Le Pen en 2007, mais des discours magnifiques, vraiment à la fois très social et contre la mafia mondialiste, contre les spéculateurs internationaux. Enfin, c'était vraiment magnifique, des discours mais historiques. Pour moi, c'était sa meilleure campagne. Donc il avait ce discours social, anti-mondialiste, anti-européiste, et en même temps, il allait s'adresser à une partie de la jeunesse de banlieue d'origine immigrée. Et ça, pour moi, c'était la meilleure ligne. Je dirais même qu'en fait, il aurait dû adopter cette ligne plus tôt. Enfin, il l'avait déjà quelque part adopté avant, mais pour moi, c'était un peu trop tard. Politiquement parlant, enfin, si on parle d'un point de vue vraiment de la stratégie politique, c'était juste la combinaison parfaite, en fait. Donc, discours social, donc qui va toucher, on va dire, la classe moyenne et le prolo français de base. Ça va toucher aussi la bonne part, finalement, de la population d'origine immigrée. Ça va aussi toucher tous les souverainistes, les anti-européistes, etc. Enfin, tout le public, en fait, de patriotes, etc., y compris que ce soit de gauche ou de droite. En fait, au niveau de la stratégie politique, c'était juste parfait. Et en plus de ça, Jean-Marie Le Pen, en fait, ne reniait rien de ce qui avait été sa ligne depuis les débuts de sa carrière politique. Et donc, à mon sens, seuls les démagogues ou les faux frères ou les faux culs ont pu lui faire ce reproche d'avoir fait soi-disant une mauvaise campagne. Pour moi, c'est hallucinant qu'on lui reprochait en 2007. C'était pas du tout ça le problème. Surtout quand on sait que les mêmes personnes qui lui ont reproché ça en 2007, ce sont les mêmes personnes souvent qui lui reprochaient avant sa liberté de parole sur certains sujets polémiques. Vous voyez à quoi je fais référence. Et ce sont d'ailleurs les mêmes personnes aussi qui en fait, lui ont reproché en fait, d'avoir retardé ou empêché la dédiabolisation du Front National. Donc pour moi, ces gens n'ont aucune leçon à donner à Jean-Marie Le Pen, puisqu'on a vu ce que ça a donné, la dédiabolisation du Front National. En réalité, l'échec de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007 était principalement dû au fait qu'il faisait face à la sournoiserie incarnée, à l'opportunisme fait homme, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. En effet, ce dernier, grâce au conseil de fins experts du discours de droite, je pense notamment à Patrick Buisson, qui n'a pas joué un très beau rôle à cette époque, mais bon, en même temps, il faisait son travail, et après tout, il est politologue, c'est son boulot, d'être conseiller politique.
En tout cas, Nicolas Sarkozy, en 2007, il a réussi. Le coup de force, quand même, ça c'est quand même incroyable. Sarkozy, quand on sait quand même qui est le personnage, il a réussi à se faire passer pour le candidat de la droite dure, le candidat patriote, celui qui allait carchériser la banlieue, qui allait rétablir l'ordre républicain, qui allait même stopper l'immigration. Tout ceci en régénérant l'économie française. Et ce discours, il a fonctionné à merveille. Il y avait vraiment une sarcomanie à l'époque, je me souviens. Moi, j'étais au lycée, à l'époque, je me souviens très bien. Vous aviez des jeunes sarkozystes, exactement comme vous avez des jeunes zémouristes. C'est quasiment les mêmes, en fait. Même démographie, si vous voyez ce que je veux dire, même origine sociale, etc. Enfin, là, je parle vraiment pour les militants. Je parle pas pour le petit électeur de base. Je parle vraiment pour les militants. En tout cas, ça a fonctionné à merveille, puisque Sarkozy est venu grappiller suffisamment de voix chez Jean-Marie Le Pen pour l'emporter, en fait. Pour l'emporter haut la main, même. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau à l'époque, y compris même beaucoup de catholiques conciliaires, pourtant plutôt conservateurs, voire même traditionnalistes. Je dis ça parce que à cette époque, je me souviens qu'il y avait eu une brochure, je crois, de la Fraternité Saint-Pierre, qui avait appelé à voter Sarkozy. Alors c'est à vérifier, mais à l'époque, je crois que c'était Ploncard d'Assac qui avait sorti ça. Bon, je suis pas un fan de Ploncard d'Assac, mais en tout cas, voilà, je pense je vois pas pourquoi il mentirait là-dessus. C'est pour vous dire un petit peu l'escroquerie énorme. Parce qu'en fait, il est inutile ici, maintenant, de vous dresser le bilan catastrophique de la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a été, en fait, le champion, non pas de la droite, de la vraie droite, mais plutôt le champion de la droite la plus stupide du monde. Nicolas Sarkozy, qui s'est avéré être l'un des plus grands traîtres que la France ait jamais connu. Je ne sais pas si on peut... si vous pesez un petit peu le poids de ce titre. C'est-à-dire que sous sa présidence, l'immigration a explosé. Il y avait encore plus d'immigrés, notamment de clandestins, que sous Jospin. Jospin, le socialiste, il faut quand même le faire. Donc, explosion de l'immigration, l'insécurité qui est montée en flèche, la dette publique qui a connu des records, sans parler évidemment du traité de Lisbonne, et aussi d'ailleurs sur le plan, on va dire, plus moral, des mœurs, la préparation du mariage homosexuel. Ça a commencé sous Sarkozy. Évidemment, ça a été voté et finalisé sous Hollande, mais ça avait... toute la préparation du mariage homosexuel, c'était déjà sous Sarkozy, en 2011. Donc en fait, là je dois dire en défense de Sarkozy, en fait Sarkozy ne s'est pas avéré être un traître. Il a toujours été un traître. Enfin, il a toujours été un margoulin, un magouilleur, voilà, quelqu'un qui... un traître en fait. Il n'y a que les imbéciles de la droite la plus bête du monde qui ont pu se convaincre du contraire, ou penser que voilà, il allait... qu'on pouvait se servir de lui. Et vous voyez, c'est un peu le même schéma, si vous voulez, avec Zemmour aujourd'hui. Alors Zemmour est quand même différent. Zemmour, c'est quand même pas Sarkozy. Je pense que Zemmour, encore une fois, moi je le répète, je suis pas du tout zémouriste, loin de là, mais je pense que Zemmour, c'est quelqu'un qui a un attachement sincère à la France. Zemmour, si vous vous souvenez, je crois que c'était Philippe de Villiers à l'époque qui avait fait un livre où il rapportait comme ça un entretien qu'il avait eu avec Sarkozy. Sarkozy lui disait « Mais oui, mais toi, tu sais, Philippe, toi, tu aimes la France, son histoire, etc. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. » Voilà, donc voilà, Sarkozy, il n'en avait rien à faire de la France. Je pense que Zemmour, lui, il a quand même un certain amour pour la France. Un amour, après, ça a discuté, on va dire, est-ce que son amour est un petit peu fantasmé ou un peu hors du réel. Ça, c'est encore... on peut en discuter, mais voilà. Je pense qu'il ne faut pas quand même... mettre les deux sur le même plan, mais il y a quand même des similarités dans la mesure, plutôt au niveau des soutiens derrière Sarkozy et derrière Zemmour. Il y a des similarités. Bon, déjà au niveau, par exemple, Bolloré. Bolloré soutenait déjà Sarkozy. Bon, aujourd'hui, il soutient Zemmour. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit un bon calcul pour lui. Enfin, je ne sais pas après ce qu'il cherche exactement, mais bon. Mais aussi même de la population. Je veux dire, beaucoup de gens, à l'époque, se disaient « Oui, mais Sarkozy, c'est quand même pas mal, parce que, vous voyez, Le Pen, c'est quand même bon... voilà, c'est quand même un peu extrême droite, c'est... Puis voilà, Le Pen, il est un peu trop ci, il est trop comme ça, il est pas assez comme ci, pas assez comme ça. » Un peu les mêmes reproches qu'on fait d'une autre façon aujourd'hui à Marine Le Pen. Et donc, à l'époque, on se disait « Oui, mais Sarkozy, c'est mieux, il est jeune, il est dynamique, ah oui, mais c'est quand même plus sérieux, il a été ceci, il a été cela. » Donc les gens comme ça, ils se sont laissés complètement berner. Alors que le type était la pire raclure possible. Alors Zemmour, c'est un peu pareil, sauf que Zemmour, je pense pas que ce soit vraiment une raclure comme Sarkozy, mais je pense que beaucoup de gens pensent pouvoir se servir de Zemmour. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez des droitards qui se disent... qui sont tout à fait, qui ont à mon avis du mépris et qui sont très hypocrites, qui ont du mépris à mon avis pour Zemmour, notamment des gens là dans une certaine droite un peu néo-païenne là,
qui à mon avis, qui sont très opportunistes, hein, qui viennent de milieux où voilà, on a des photos d'eux où ils font des saluts nazis, mais aujourd'hui, tout d'un coup, ils se mettent à combattre l'antisémitisme, hein, parce que l'antisémitisme, ce sont les méchants arabes. Donc c'est bizarre, curieux retournement de veste en un espace de temps extrêmement rapide. Et donc ces gens sont des hypocrites parce que, d'une part, parce qu'ils ils retournent leur veste plus vite que l'éclair. Et puis, à mon avis, aussi parce qu'ils pensent se servir de Zemmour, alors fondamentalement, je pense qu'ils ont beaucoup de mépris pour sa personne, ou en tout cas plutôt pour ce qu'il est. Hein. Zemmour, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas, pour reprendre une expression de Henri de Lesquen, qui n'a pas une seule goutte de sang français. Donc, moi, je ne reproche pas à Zemmour de ne pas avoir une goutte de sang français. Hein. Moi, je ne reproche pas non plus à Zemmour d'être juif. Moi, je lui reproche de ne pas être catholique, ou de ne pas être au moins juste naturaliste. Moi, c'est le seul reproche que je lui fais. Hein. Parce qu'en fait, toutes les critiques qu'on lui fait ensuite au niveau de sa doctrine ou de son approche viennent de là. Ils viennent de sa doctrine qui n'est pas catholique, qui n'est pas juste naturaliste. Donc finalement, encore une fois, je le répète, nous sommes les meilleurs opposants de Zemmour. Nous sommes les plus sincères à ce niveau-là. Tandis que beaucoup de ses soutiens sont très hypocrites, très très hypocrites, et je pense qu'il le sait. Bref, donc pour terminer, j'aimerais aussi dire la chose suivante, c'est que, vous voyez, pour avoir été, je parle beaucoup de moi en ce moment, je suis désolé, mais pour avoir été enfant dans les années 90 et adolescent à la fin des années 2000, fin des années 2000, on va dire, allez. En fait, je suis assez vieux, si vous voulez, pour me souvenir de tout ceci. Je me souviens de 2002 et de 2007. Enfin, de ces deux élections, et donc je me souviens un petit peu de tout ce qui s'est passé à côté du Front National de l'époque. Je m'en souviens encore, moi. Donc vous comprenez que beaucoup de gens, à mon avis, comme moi, sont écœurés d'avoir observé en fait la dédiabolisation du Rassemblement national sous Marine Le Pen. Parce que cette dédiabolisation, ça a été quoi en réalité ? Ça a été en fait un enjuivement, hein, pour parler de façon un peu grossière, et ça a été une gauchisation du front sur les questions morales. Voilà. Et cette dédiabolisation, en fait, a directement conduit à la ringardisation et à l'efféminisation du Parti national en l'espace de quelques années. Donc c'était un désastre à tous les points de vue, doctrinalement, de façon interne, et puis au niveau électoral aussi. Hein. D'ailleurs, il suffit d'observer le nombre stupéfiant de pédales, d'opportunistes et de sans-culottes que l'on retrouve aujourd'hui dans ce parti. Hein. C'est une autre ambiance que dans les années 80. C'était pas parfait, bien sûr. Jean-Marie Le Pen non plus, il n'a jamais été parfait, évidemment, mais c'était quand même autre chose. C'était quand même plus sérieux au niveau de la composition, de la doctrine, tout ça, quoi. Du discours politique aussi, tout simplement. Donc vous comprenez que beaucoup sont comme moi. On est vraiment proprement dégoûtés de voir aujourd'hui Éric Zemmour, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je ne jette pas la pierre juste sur Zemmour, mais moi, je suis vraiment dégoûté de voir aujourd'hui Éric Zemmour un petit peu récupérer la vedette après la gestion calamiteuse donc de Marine Le Pen, hein, depuis qu'elle a pris les rênes du parti, quoi. Et pour le coup, tout à l'heure, j'ai dit que 2007, c'était à mon avis la meilleure campagne de Jean-Marie Le Pen. C'était le sommet de sa carrière, à mon avis. Mais en même temps, je pense que un peu plus tard, donc 2011, c'était l'une de ses plus grandes fautes politiques, lorsqu'il a confié le parti à sa fille, au lieu de le confier à Bruno Gollnisch, le grand Bruno Gollnisch, qui est catholique, juste naturaliste, qui est un type d'une intelligence hallucinante. Et à mon avis, Bruno Gollnisch aurait fait un excellent présidentiable en 2012. À mon avis, il aurait fait un candidat très très sérieux face à Hollande et Sarkozy. Parce que Sarkozy était complètement décrédibilisé. Et Hollande était... Hollande, c'était le flambi, hein, donc voilà, le mec facile à ridiculiser. Donc je pense que Bruno Gollnisch aurait eu vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là, parce qu'il incarnait à la fois une très grande intelligence, une légitimité, et puis aussi une certaine classe, et puis une masculinité, hein, que, encore une fois, n'a pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, à mon avis, ne réussira jamais en France en tant que présidente, parce que la France est une femme, et donc pour la diriger, il lui faut un homme. Je le répète souvent. Donc, vous comprenez que pour toutes ces raisons-là, en tout cas là je m'adresse surtout aux jeunes, là, je vois pas mal de jeunes qui évidemment soutiennent Zemmour. Alors là, il y a la Zemmouromania, je trouve qu'il y a un petit peu un creux en ce moment. Il a démarré très fort, là je pense que ça se calme un peu pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure, mais on a vu beaucoup de jeunes, un petit peu droitards, en fait, dont je me rends compte, j'avais pas compris en fait pourquoi ils étaient aussi fans de Zemmour, mais en fait je me rends compte c'est parce que ces gens-là ont été un petit peu rouge pilulé, enfin red pilled par Zemmour en fait.
Ce qui est un peu inquiétant, parce qu'en fait, eux, ils ont été droitisés en regardant Zemmour à la télé, là, sur Ruquier ou sur les trucs comme ça. Ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que moi, déjà, la télévision, j'ai jamais trop eu ça à la maison. Mais surtout, nous, à l'époque, on s'est plutôt radicalisé, moi, déjà, par Jean-Marie Le Pen, surtout s'il venait de la campagne, et surtout en Alsace, mais aussi par d'autres, par Soral, il faut lui reconnaître, même si Soral, c'est pas notre tasse de thé, mais en tout cas, à l'époque, sur plein de sujets, on lui reconnaît que c'est lui qui nous a red pill. Et c'était quand même d'une autre qualité, si vous voulez, que le discours de Zemmour. Surtout que Zemmour a beaucoup repris chez Soral. Et Zemmour a aussi beaucoup adapté. Zemmour, c'est aussi un malin qui pique un petit peu des bonnes idées qui sont en vogue à droite, à gauche. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'aimerais juste dire à pas mal de ces jeunes zemmouristes aujourd'hui, ou des gens qui nous reprochent parfois, oui, mais Zemmour, c'est notre seul espoir, machin truc. En fait, vous comprenez pas. Enfin, vous devez comprendre une chose, plutôt. Est-ce que les Français de droite, sérieux et conséquents, et j'espère m'inclure là-dedans, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'accorde aucune confiance à Zemmour ? C'est parce Zemmour, c'est quelqu'un qui a voté Mitterrand dans les années 80. C'est quelqu'un qui a voté Sarkozy dans les années 2000. Et je vous ai montré tout à l'heure à quel point il était urgent, et même c'était même un devoir moral, de voter Jean-Marie Le Pen en 2002 et surtout en 2007. Comment est-ce que ça se fait que Zemmour n'a pas voté pour Jean-Marie Le Pen ni en 2002 ni en 2007 ? C'est quand même bizarre. C'est même déjà bizarre qu'il ait voté pour Mitterrand dans les années 80. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui vote à gauche, ou qui est à gauche, passé l'âge de 21 ans, pour moi, c'est quelqu'un qui perd 80% de son crédit face à moi, en fait. Parce que moi, je veux bien, quand on est adolescent, on est stupide. On n'a aucune expérience. Donc moi, ça m'étonne jamais trop quand vous avez des gauchistes qui ont en dessous de 21 ans. Moi-même, je me souviens, vers 15 ans, on va dire, j'ai eu une période un petit peu comme ça. Mais je me suis vite éloigné de ça, parce que le réel vous rattrape vite. Mais tout ça pour dire que, pour moi, je ne peux pas imaginer qu'on reste un gauchiste après 21 ans. C'est impossible. En tout cas, qu'on vote à gauche. Pour moi, il est inimaginable, par exemple, de se dire... parce que je dis ça parce que Zemmour, quand même, quand il votait Mitterrand, il avait déjà 30 ans passés. Donc c'est quand même inquiétant. Mitterrand, à l'époque, certes, c'était pas la gauche d'aujourd'hui. Il avait quand même plus de prestance, Mitterrand. Mais c'était quand même pas un candidat pour qui on pouvait voter en étant de droite. Donc Zemmour, est-il vraiment de droite ? C'est la question que je me pose. Justement... Il nous est impossible d'accorder notre confiance à Zemmour, pour l'instant du moins. Pourquoi ? Parce que son discours n'est pas authentiquement de droite, justement. Faire campagne contre l'islam ou contre l'immigration, je suis désolé, mais ça ne fait pas de vous un vrai homme de droite. Il y a des laïcards gauchistes qui pestent contre l'islam depuis des années. Je me souviens, il y avait un mec là, je crois que c'était un député de Rhône-Alpes à l'époque, là, qui était un mec de gauche, un franc-maçon qui avait des discours très durs contre l'islam. Des gens contre l'immigration, vous avez eu Georges Marchais à une époque, qui avait un très bon discours à ce niveau-là, mais bon, après, Georges Marchais, c'était un communiste quand même. Bon, tout ça pour dire que, voilà, faire campagne contre l'islam et contre l'immigration, je suis désolé, ça ne fait pas de vous un vrai homme de droite. Et aux dernières nouvelles, ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement de droite, de vraie droite. On ne veut pas de la demi-mesure. Donc l'ironie dans tout ça, c'est que Éric Zemmour et ses partisans reprochent souvent à Marine Le Pen d'avoir gauchisé, soi-disant, son discours et ses positions. Moi, je suis désolé. On peut reprocher des choses à Marine Le Pen, mais je suis désolé, dans les faits, sur le plan philosophique et du discours, en fait, il n'y a rien qui distingue Zemmour de Marine Le Pen. On reproche à Marine Le Pen d'avoir dit un jour, oui, mais l'islam est compatible avec la République. Oui, je suis désolé. Le terme islam de France, je crois l'avoir dit tout à l'heure, ou peut-être que j'ai oublié de le dire, mais le terme islam de France a été littéralement inventé par les administrateurs coloniaux de la Troisième République. Encore une fois, je le répète, si vous avez aujourd'hui une présence massive de l'islam en France, c'est parce que vous avez eu certes une politique d'immigration, mais parce que vous avez des lois laïques, parce que vous avez une législation laïciste qui permet à n'importe quelle religion de s'exprimer comme elle veut dans la société. Que ce soit l'islam, le bouddhisme, le protestantisme, ce que vous voulez. Et donc, voilà, il faudrait peut-être s'en apercevoir à un moment donné. Bref. Donc, pour revenir à Zemmour, c'est quoi le principal défaut de son discours ? Et pas seulement Zemmour, Marine Le Pen aussi. Parce que ce sont les deux champions aujourd'hui, on va dire, de la droite, entre guillemets, voilà, en lice pour la présidentielle. C'est quoi le principal défaut de leur discours ? C'est que d'un côté comme de l'autre, on n'y trouve aucune trace, je dis bien aucune trace, du moindre esprit juste naturaliste. Et même, encore moins évidemment, du moindre esprit intégraliste, ça c'est évident.
mais qu'on n'y retrouve même pas une trace de juste naturalisme, c'est-à-dire de défense de la loi naturelle, c'est quand même inquiétant. Zemmour aborde la question de l'islam sous un prisme laïcard, c'est-à-dire donc selon une idéologie de gauche. Et en fait, c'est la même chose que Marine Le Pen. Pourquoi reprocher à Marine Le Pen de dire que l'islam est compatible avec la République ? C'est un fait. Enfin, avec la République laïcarde, hein, s'entend. C'est sûr que dans une République catholique, ce sera autre chose. Mais dans une République laïcarde, bah oui, l'islam est compatible, tout comme le protestantisme est compatible, tout comme le talmudisme est compatible. Bah oui, c'est comme ça. C'est le système que vous avez choisi et que vous plébiscitez. Donc, cette approche laïcarde de l'islam, c'est non seulement une approche complètement stupide sur le plan philosophique et spirituel, mais même complètement stupide sur le plan politicien. Parce que si le but, ce qu'on dit souvent, oui, mais Zemmour, vous savez, il ne dit rien sur tel sujet parce que, vous savez, c'est une stratégie, hein, il faut qu'il soit élu, donc il va rien dire sur le pass sanitaire ou je sais pas quoi. Ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. Si vous voulez vous la jouer machiavélique, ou en tout cas politicien, hein, tout simplement, bah, je suis désolé. Vous faites... Enfin, moi, je sais pas du tout comme ça que j'agirais. J'agirais justement au contraire comme Jean-Marie Le Pen en 2007. Jean-Marie Le Pen n'a jamais utilisé la rhétorique, ou en tout cas très rarement, hein, la rhétorique laïcarde contre l'islam, parce que je pense que ce n'est pas sa culture. C'est quand même quelqu'un qui vient d'une éducation catholique, quand même, un minimum, même si, encore une fois, c'est pas un exemple en la matière, mais voilà, quand même. Tout ça pour dire que ce qui serait plus logique aujourd'hui, ou en tout cas ce qui aurait été logique encore hier, parce qu'aujourd'hui les choses sont rendues difficiles, mais c'est plutôt de dire, bon, on prend la responsabilité du fait social et politique en France, il vaut mieux tenir un discours fermement juste naturaliste, parce qu'on sait très bien que beaucoup à la fois les catholiques français, à la fois des publics, on va dire, issus de l'immigration musulmane ou africaine, eux aussi vont être d'accord sur le fait, voilà, ils vont pas accepter, je sais pas, le mariage homosexuel ou des trucs comme ça, du coup ils vont voter pour vous. Parce que vous avez un discours ferme sur ces sujets de société, sur ces questions morales, et vous n'êtes pas là en permanence à faire du spectacle en permanence sur l'islam, comme si l'islam était le seul problème, ou le problème principal qu'on avait en France. Je veux bien que l'islamisme ou l'islamisation soit une question urgente et inquiétante en France aujourd'hui, notamment dans certains quartiers, mais c'est loin d'être la question primordiale, ou en tout cas la seule raison, si vous voulez, qui explique le déclin de la France, ou en tout cas tous les problèmes structurels de la France. Non. Encore une fois, ce ne sont pas des musulmans qui sont aux manettes dans les ministères, ou à l'Élysée, ou dans les agences d'État, ou que sais-je. Faut être un petit peu logique, en fait. Il faut sortir un petit peu aussi de l'émotionnalité populiste, quoi. Bref, donc... Voilà, il y a plein de défauts dans le discours de Zemmour. Voilà, parce encore une fois, on rejoint le propos de cette vidéo, de cette émission, c'est l'identité, l'identitarisme, tout ça. Moi, je trouve que voilà, l'identitarisme de Zemmour, franchement, je le trouve assez médiocre. Franchement, je le trouve assez médiocre. Je comprends ce qu'il essaye de faire. Je comprends qu'il essaye de rassembler au maximum différentes poches d'électorat, mais je pense que même cette stratégie-là n'est pas super habile, en fait. Enfin, il pourrait faire mieux. Alors en plus de ça, Zemmour, le problème c'est que ces atermoiements étranges sur la question de la politique sanitaire commencent à exaspérer même parmi ses soutiens. Hein, des gens qui le soutenaient il y a encore quelques semaines commencent à se dire, mais en fait, ce gars-là, qui est un Parisien, qui a été élevé toute son enfance dans des écoles juives, pas comme nous, hein, je veux dire nous les vrais Français, entre guillemets. Encore une fois, je ne veux pas attaquer forcément Zemmour sur ses origines, etc. Mais je dis juste, il y a quand même une différence. Zemmour a été élevé toute son enfance dans des écoles juives. Il n'a pas vraiment vécu, comme nous, ni compris le quotidien des vrais Français de province. Autrement, alors peut-être oui, il les a compris, peut-être par des études sociologiques, des livres d'histoire, mais avant tout c'est un Parisien et qui n'a pas été éduqué comme nous en fait. Ce qui est particulier d'ailleurs, parce qu'on peut se demander comment se fait-il qu'un type qui a vraiment vécu, baigné dans un milieu complètement communautaire, comment s'est-il élevé un petit peu au-dessus de ce milieu ? Parce que c'est vrai que Zemmour n'est pas du tout Enfin, il semble très différent, vous voyez, de ces juifs de gauche, qui sont hypocrites parce qu'en fait ils sont communautaristes, mais ils vont vous vendre du multiculturalisme, voilà. Face à vous, ils vont vous vendre un petit peu comme Attal, là, du multiculturalisme. Par contre, voilà, dans leur espace privé, ils sont complètement communautaristes. Donc ces juifs de gauche sont vraiment des hypocrites. Vous avez aussi des juifs de droite, enfin, qui sont tout aussi communautaristes, hein, mais bon, qui sont un peu plus ouverts à ce niveau-là, on va dire.
Par contre, Zemmour, c'est vrai que c'est particulier. Zemmour, lui, a baigné dans un milieu complètement communautariste, mais il s'en est un petit peu élevé, comme ça, on ne sait pas trop comment, par des lectures peut-être. Et en fait, il s'est mis à aimer la France, mais malheureusement, pas forcément comme on voudrait qu'il l'aime. Voilà, pas d'une façon, pas avec un amour chrétien. C'est ça le problème. Mais voilà, c'est un personnage tout à fait particulier. Mais le problème, voilà, je pense qu'il a des défauts, enfin des défauts qui sont pas forcément sa faute, hein, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait comme nous. C'est ça que je veux dire. Il connaît pas forcément notre quotidien, le quotidien des petits Français de province. Il les connaît peut-être de loin, mais pas forcément. Il ne les a pas vécus, c'est ça que je veux dire. Il ne les a pas vécus vraiment. Et puis voilà, il n'est pas très clair sur la question du pass sanitaire, donc il devra se positionner un peu plus clairement bientôt, parce que si ça commence à péter comme ça pète en Guadeloupe ou ailleurs en ce moment, il va falloir quand même un petit peu qu'il muscle son discours, parce que même Marine Le Pen a compris elle a enfin compris qu'elle pouvait tirer avantage justement de la situation. Et c'est pas très difficile, hein, je vois pas quel courage ça demande justement de condamner clairement cette soi-disant politique sanitaire. Bon, Zemmour reste très très tiède là-dessus. Pour lui, c'est pas important. Bah, si, c'est important. Alors évidemment, moi, je ne veux pas trop accabler Zemmour, hein. Peut-être que la Providence, je l'espère, peut-être que la Providence divine le disposera bientôt à de meilleurs sentiments et surtout à de meilleurs principes, parce que c'est ça le problème. Mais là encore, il faut bien se dire que la faute, elle doit être partagée, hein. Il faut pas mettre tout sur le dos de Zemmour, machin, enfin, voilà, ou de Zemmour ou d'un autre, hein, c'est pas la question. La faute doit être partagée, entre nous tous, par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir ? Mais avant ça, j'aimerais répondre à une autre question, en fait, qui est la question de départ. Qu'est-ce que l'identité française, finalement ? Hein, tout le monde se pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'identité française ? Est-ce que c'est simplement une race, l'identité française ? Est-ce que c'est simplement une idée ? Est-ce que c'est simplement un espèce de gloubi-glouba d'influences disparates, hein, sur le plan culturel, des influences d'ailleurs contradictoires, hein, est-ce que c'est un amalgame entre l'histoire chrétienne et l'histoire païenne et l'histoire révolutionnaire ? Bon, qu'est-ce que c'est l'identité française ? En fait, à mon avis, c'est beaucoup plus que cela. Et surtout à l'époque où justement... parce que aussi bien, je pense que la France originelle, hein, la France de Clovis, la France de Saint-Louis, finalement, elle avait beaucoup moins de problèmes identitaires par rapport au passé païen de la Gaule. Parce qu'il y avait presque une espèce de passation naturelle. Le christianisme a cette capacité de purger complètement l'homme païen de ses mauvais penchants, justement, et de le christianiser, de le rendre chrétien, finalement. Et c'est un peu plus difficile, j'ai envie de dire, quand on a un passé révolutionnaire. Parce que le passé révolutionnaire vient renverser, justement, ce que le catholicisme avait légitimement renversé. Alors que la Révolution renverse illégitimement. Donc aujourd'hui, comment faire pour... est-il possible même de christianiser le legs révolutionnaire ? C'est assez difficile en fait, parce qu'il faut condamner les principes mêmes du legs révolutionnaire. Et beaucoup de Français ne sont pas encore prêts à ça. Ils sont encore vraiment complètement paganisés à ce niveau-là, ou repaganisés malheureusement. Donc ça, c'est un gros challenge, c'est un énorme défi aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que, là encore, moi, à mon avis, ce qui pourra justement réconcilier les Français, ou en tout cas les guérir de cette schizophrénie ou de cette amnésie identitaire, eh bien, il est évident que ce ne sera que la foi catholique, uniquement la foi catholique, qui a la capacité justement de transcender justement toutes ces contradictions identitaires qui peuvent se trouver chez les hommes, notamment vis-à-vis de leur histoire. Et notamment, contrairement à d'autres pays, la France a eu la grâce incommensurable, je dis bien et je pèse mes mots, incommensurable, d'avoir été fondée tout entière par et dans le catholicisme. En fait, il faut vraiment prendre conscience de ce fait extraordinaire. Et encore une fois, je ne suis pas spécialement un grand franchouillard, parce que je suis à la base je suis un Alsacien, et en plus de ça, moitié Alsacien, moitié africain, mais voilà, toute ma famille est originaire du Rhin. Mais quelque part, je suis très attaché à la France pour deux raisons. Par catholicisme, et aussi parce que il se trouve que ma famille est vraiment de race franque. Nous sommes sans doute l'une des dernières familles vraiment authentiquement de race franque, ce qui n'est plus très courant aujourd'hui à mon avis. Bref, assez parlé de moi, tout ça pour dire que la France ne s'est pas convertie. Elle est née chrétienne. En fait, vous avez certaines nations qui se sont converties par la grâce divine. Un peu comme vous avez des personnes,
de tout temps, hein, qui se convertissent. Ils se convertissent au catholicisme alors qu'ils viennent de milieux, je sais pas, ils viennent d'un milieu païen, d'un milieu juif, d'un milieu protestant, que sais-je, et puis ils se convertissent à un moment donné. La France, c'est tout à fait différent, elle ne s'est pas convertie. Elle est née tout entière dans les fonds baptismaux de Reims. Alors bien sûr, Clovis et ses hommes se sont convertis, eux. Mais la France elle-même, elle est née directement, justement, de ce baptême, et c'est tout à fait extraordinaire. Et il est clair que peu de nations peuvent se revendiquer d'une telle grâce. À ma connaissance, je ne connais pas d'autre nation qui a une telle histoire, qui a eu une telle grâce. L'Arménie s'est convertie très tôt, l'Éthiopie également, mais à ma connaissance, ces deux nations ne sont pas nées directement comme ça d'un baptême catholique. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous le savez, la France est apostate. La France avait pourtant bien commencé, même très bien commencé, mais aujourd'hui, Dieu l'a vomi de sa bouche et lui retire sa lanterne. Et les Français se demandent quelle est l'origine de leur malheur. D'où ça vient? Comment ça se fait que, année après année, décennie après décennie, nous sommes accablés par des chefs tellement médiocres, par des Sarkozy, par des Hollande, par des Macron? Pourquoi? La vraie question que les Français devraient se poser, c'est celle-ci. Comment concevoir un pareil affront à la Providence? Que la France, qui a reçu des grâces telles que je les ai décrites, se soit faite, au bout de 18 siècles, l'ennemi radical de Dieu et des bonnes mœurs chrétiennes. C'est quand même un affront gigantesque sur lequel déjà il conviendrait de réfléchir et ensuite peut-être de trouver un moyen de le corriger. Depuis plusieurs décennies, les forces occultes de la Ve République se sont employées à accabler le français moyen de crimes qu'il n'avait pas commis. Holocauste, esclavage, colonisation, tous ces crimes historiques, nous a-t-on dit, étaient directement imputables, je dis bien directement imputables au peuple français lui-même, tout entier, alors qu'en réalité, ces crimes ne relèvent que de la responsabilité des élites et des coteries mercantilistes qui s'en sont rendus complices, et qui en ont profité d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs souvent leur fortune et leur position sociale élevée. Notamment, je pense à certaines familles de Bordeaux, comme les Mendès France. D'où tiennent-ils leur fortune et leur position élevée? C'est parce qu'ils baignaient à l'époque dans le trafic d'esclaves. Aujourd'hui, leurs descendants nous donnent des leçons. C'est leurs descendants qui sont issus de ces mêmes castes de la bourgeoisie révolutionnaire. Et ici, je prends à partie évidemment Mendès France, mais il y a plein d'autres familles qui sont dans ce cas-là, qui sont dans cette espèce d'état d'hypocrisie. Aujourd'hui, leurs descendants, leurs rejetons, nous font la leçon aux petits Français de base. En disant, voilà, toi, petit Français de base, tu es un complotiste, tu es un raciste, un antisémite, et tu es responsable de tous les malheurs du monde, des pogroms, de l'Holocauste, de l'esclavage, de la colonisation, c'est toi, c'est ta faute. Alors qu'en réalité, ce sont leurs ancêtres à eux qui sont les responsables. C'est quand même incroyable. Donc, ce qui est avec tout ceci, c'est que vous avez aujourd'hui, depuis notamment quelques années, un rejet légitime de cette espèce de politique de la repentance au sein de l'opinion publique française. Je dis bien un rejet légitime. Parce que ce sont des crimes ici dont le peuple français, je dis bien le peuple français en tant que tel, est innocent. Le petit paysan de la Creuse, le petit paysan alsacien, le petit bourgeois de Strasbourg qui n'a jamais quitté Strasbourg de sa vie, il n'est pas responsable de l'esclavage, il n'est pas responsable de la colonisation, ni de l'Holocauste, faut quand même pas déconner. Donc voilà. Pour toutes ces choses-là, évidemment, le petit peuple n'est en rien coupable. Par contre, il existe une faute. Il existe un crime, même le pire des crimes, dont nous sommes tous, je dis bien tous, collectivement coupables. Quel est ce crime? C'est d'avoir abandonné Dieu, d'avoir abandonné son Église et d'avoir abandonné la sainte religion. Ça, c'est malheureusement l'état de choses en France aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez ce rejet justement de l'esprit de repentance, qui peut être légitime, mais qui a aussi son mauvais penchant, et on le voit notamment dans le discours de certains néo-païens actuels, qui essayent de vous dire que tous les malheurs en fait, de la France actuelle, ce serait la faute des chrétiens. On ne sait pas trop comment, mais voilà, c'est quand même bizarre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous savez de qui je parle. Mais si vous avez aujourd'hui une espèce d'endurcissement du cœur de beaucoup de Français qui se disent « Oui, mais voilà, on n'arrête pas de nous accabler depuis des décennies, moi j'ai plus envie de me repentir. » C'est un peu dommage. Évidemment, il ne faut pas se repentir de ce qu'on n'a pas fait, mais il faut se repentir d'une chose, c'est d'avoir abandonné Dieu. Ça, oui. Donc la question urgente pour chaque Français, c'est celle-ci. Comment réparer cet affront historique, justement d'avoir abandonné Dieu, d'avoir abandonné la sainte foi catholique?
Si beaucoup de Français considéraient vraiment sérieusement cette question, je pense qu'ils verraient facilement quel bénéfice gigantesque ils tireraient de la miséricorde divine. Parce qu'en revenant à la tradition catholique, en se repentant de s'être éloigné de Dieu, et en constatant surtout, en comprenant bien à quel point cette apostasie les a conduits dans les malheurs actuels, eh bien, une fois qu'ils reviendront à la foi catholique, une fois qu'ils se seront repentis, je pense que les Français gagneront une récompense dont ils n'imaginent même pas la valeur. Et ça, il faudrait qu'ils le comprennent. Il faudrait surtout qu'ils méditent sur cette phrase, je vais terminer là-dessus, cette phrase célèbre de Léon XIII. « La France reviendra aux traditions de Saint Louis, où elle périra dans la honte et dans la ruine. » Donc voilà, l'Église vous a averti, les papes vous ont averti, littéralement, il y a plus d'un siècle de ça. Ils vous ont dit exactement ce qui allait se passer. Si vous ne revenez pas à la foi catholique, vous allez aller dans la honte et dans la ruine. Aujourd'hui, vous êtes dans la honte et dans la ruine, alors qu'est-ce que vous attendez pour revenir aux traditions de Saint Louis, c'est-à-dire la foi catholique? Ben voilà, vous avez tout dans cette petite phrase de Léon XIII. Donc moi, j'ai fait 1h15 de discours, vous voyez, avec cette histoire d'identité française. En réalité, ça tient en une seule phrase. Revenez à la foi catholique ou périssez dans la honte. En fait, c'est ça, hein, c'est le slogan, vous savez, la religion ou la mort. C'est aussi simple que ça. Je pense que ça va être notre slogan pour le parti intégraliste quand on aura assez d'argent pour le monter. En tout cas, voilà, les amis, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, intéressé. J'ai pas été trop long. En tout cas, je vous rappelle encore une fois que la semaine prochaine, si Dieu veut, je l'espère, il y aura normalement une conférence live sur le Fi des Postes, sur donc le thème de l'évangélisation des musulmans. Mais ça, je vous repréciserai les dates, hein, parce que il faut que ce soit bien sûr que je trouve le temps de le faire, de débloquer une bonne date. Et voilà, je ferai sûrement, peut-être avant ça, peut-être un live ou une vidéo pour vous parler un petit peu des actualités du Fi des Postes. Vous avez peut-être vu que le site a changé, on a eu un petit peu une mise à jour du site qui n'est pas encore tout à fait terminée parce qu'il y a il y a tellement de contenu sur le Fi des Postes qui remonte à 5 ou 6 ans que voilà, il y a plein de trucs à mettre à jour, des articles à supprimer, à corriger, etc. Donc ça va prendre du temps. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ne vous étonnez pas de l'aspect un petit peu nouveau du Fi des Postes, c'est tout à fait normal, c'est le même site. Mais voilà, de temps en temps, il faut faire des mises à jour. Bon, d'ici là, je vous dis, écoutez, ma foi, passez un excellent week-end, passez un très bon dimanche, surtout demain, et surtout que Dieu vous garde. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le Fi des Postes. Salut, ciao!